La logistique est un des piliers fondamentaux, sinon le plus important, du e-commerce qui représente désormais 11% de la totalité du commerce de détail. À l'issue des trophées du e-commerce organisés par Colissimo en juin 2025, j'ai eu le plaisir d'entretenir avec Jean-Yves Gras, directeur général du leader de la logistique e-commerce en France. Dans cette interview, il nous livre sa vision sur 3 décennies d'évolution, les défis actuels et les innovations à venir dans un secteur qui ne cesse de se réinventer. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la logistique, élément clé de la réussite en e-commerce avec Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo. Eh bien, je suis avec Jean-Yves Gras. Bonjour Jean-Yves. Vous êtes directeur général de Colissimo depuis 2020 et vous avez organisé le 10 juin les trophées du e-commerce 2025. Alors, ces trophées avaient pour but de fêter les 30 ans du e-commerce. Alors, ma première question, ça serait justement quel bilan tirez-vous de ces 30 ans de e-commerce ? Eh bien, c'est vrai, Yann, depuis 30 ans, c'est-à-dire 1995, ce fut la première commande sur Internet telle qu'on la connaît plus ou moins aujourd'hui, c'est-à-dire un site et vous payez avec une carte de paiement ou une solution de paiement, et c'était un CD de Sting qui a été commandé aux États-Unis. Alors depuis 30 ans, Colissimo accompagne le e-commerce et les transformations du e-commerce en France, et c'est une véritable finalement révolution des habitudes de consommation qui ont transformé notre société. Alors, on a fait une étude justement à l'occasion des 30 ans, une étude menée par Opinionway pour La Poste, qui a été faite en novembre 2024, et ça montre que ça a changé la façon de consommer des Français. Le e-commerce a changé la façon de vivre aussi quasiment des Français, puisque ça figure parmi les 3 plus grandes innovations citées par justement ce panel que nous avons interrogé. Premièrement, déjà 95% des consommateurs commandent en ligne. Deuxièmement, 70% le font au moins une fois par mois. Donc tout le monde a adopté finalement le e-commerce et c'est devenu un réflexe pour beaucoup. Et on regarde, en fait, quand on regarde aussi dans l'étude, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a amélioré le quotidien des Français parce que ça leur permet de gagner du temps, de découvrir des nouveaux produits, de réaliser des économies. Mais moi, ce que je pense, c'est aussi ça a permis de donner accès à de multiples produits partout, où que vous habitiez en France, mais d'ailleurs dans le monde pour une bonne partie. Et ça, c'était une véritable capacité à habiter un peu partout à la campagne en ayant une meilleure qualité de vie, puisque vous accédez à des produits auxquels vous n'aviez pas accès avant. Donc ça a été aussi une capacité à développer les territoires quelque part et la capacité à habiter dans les territoires. Nice. Alors moi, quand je regarde les événements importants sur les 30 dernières années, je m'en souviens un peu effectivement, et plus précisément ces dernières années, mais il faut quand même dire que la première brique qui a été franchie, c'est le développement du paiement sécurisé en ligne. Parce qu'au début, les gens n'avaient pas confiance ou peu confiance, et puis maintenant, il y a eu PayPal, Apple Pay, les cartes bleues, les sécurisations, et donc ça a créé une confiance, et le verrou psychologique est tombé. Deuxième élément, c'est que on a aussi un autre verrou qui est tombé, c'est que il y a quand même des gens qui ont été des grands innovateurs là-dedans et qui ont cru à cette transformation, à la capacité qu'avaient les gens d'acheter sans toucher le produit ou sans même le voir. Voilà. Deuxième élément, c'est alors je vais citer la création de Shopify, parce que ça a permis à des millions de PME, vous connaissez Shopify, ça vous permet finalement d'ouvrir un site internet très rapidement, et des petites PME, des individuels qui ont monté une entreprise, qui avaient de bons produits, ont pu les commercialiser, et ça a changé un peu. Plutôt que d'ouvrir un commerce, j'allais dire traditionnel, ça leur permet de tester le modèle et de faire
et de faire des affaires. Donc, et puis troisième élément, c'est ce qu'on a tous dans notre poche, c'est le smartphone, bien sûr, qui a révolutionné notre vie en bien et en mal parfois, mais qui a révolutionné notre vie, on dira partout, puisque en fait partout vous pouvez accéder et effectuer des achats de e-commerce. Et effectivement, ça a beaucoup accéléré le développement du e-commerce, ces trois éléments. Et puis aujourd'hui, on dirait après ces 30 ans, il y a aussi une période charnière là qui est en train de s'ouvrir, aussi bien d'une part avec l'arrivée de l'ultra fast fashion comme les Shein, les Temu, etc. Et puis également l'arrivée de l'IA qui est aussi en train de rebeloter les cartes en termes de référencement naturel. Enfin, les deux points qui me paraissent les plus importants, mais il y en a certainement beaucoup d'autres encore. Vous avez raison, c'est plutôt d'ailleurs ces sujets, là j'avais plutôt une vue historique plutôt que prospective, mais les sujets du futur sont effectivement autour de ce qu'on appelle en mauvais français la data et l'IA, donc c'est-à-dire l'intelligence artificielle et la capacité à gérer les données, à concevoir toutes les données, parce qu'il n'y a pas que l'IA, c'est toute la gestion des données qui sont associées à nos activités. Et ça, pour tout entrepreneur dans le e-commerce, c'est un élément constitutif de son business model. Au moment où il crée son entreprise, il faut déjà le penser. Alors, on voit ces choses évoluent. Le e-commerce a beaucoup évolué en 30 ans. Et puis, il y a aussi des catégories qui sont émergentes. Vous les avez d'ailleurs remarqué dans votre trophée 2025. La catégorie Il renouvelle l'e-commerce d'ailleurs, qui mettait en avant Cocorico, La Belle Vie, Too Good To Go, qui sont des applications qu'on connaît bien. Alors, est-ce que ces modèles annoncent une rupture avec le e-commerce traditionnel et quel avenir imaginez-vous pour l'économie sociale et solidaire dans le e-commerce ? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de rupture. En tout cas, je ne la vois pas. Le e-commerce, en fait, c'est le reflet de la société et des paradoxes qui la traversent. Alors, à la fois, vous l'avez dit, en même temps, on a l'ultra fast fashion. Et puis, dans le même temps, on a également des entreprises très vertueuses qu'on a voulu mettre en avant parce que Cocorico, ils produisent en France. On a des gens qui travaillent sur de l'économie solidaire. Donc, du coup, c'est quand même des choses qui sont proches de valeurs de l'économie sociale solidaire qu'on soutient. Et puis, par ailleurs, nous, on a un rôle, Colissimo, qui est de travailler avec les géants du e-commerce, quels qu'ils soient, et également de donner à des plus petites entreprises la capacité à se développer parce qu'on a développé les solutions logistiques, informatiques et de suivi qui leur permettent de jouer tout de suite à un niveau très important, quasiment dans la cour des grands, puisque la technologie est ouverte, la logistique est ouverte, et donc du coup ils peuvent essayer de tirer leur épingle du jeu, et certains s'en sortent très bien. C'est le cas de Cocorico. C'est plutôt un succès, voilà. Donc on voit bien que il y a eu un phénomène aussi assez important autour de Vinted, surtout en France, parce que Vinted a un succès. C'est un des plus gros pays dans lequel Vinted est implanté, au sens terme de succès. Voilà, donc c'est de la seconde main. C'est aussi de la revente de produits achetés sur les mêmes plateformes d'ultra fast fashion. Donc en fait, il y a de tout. Donc on est traversé de paradoxes autour de l'économie sociale solidaire. Nous, le groupe La Poste, notre mission, c'est d'aider à développer le e-commerce pour les petits acteurs comme pour les grands, et d'être quelque part, et c'était un peu le symbole de ces 30 ans du e-commerce, un fédérateur de tous les acteurs, de toutes les initiatives, parce qu'on met en place des solutions logistiques qui sont accessibles à tous. Oui. Alors, très bonne transition, puisque la partie de la logistique est effectivement cruciale dans le e-commerce et a pris de plus en plus d'importance d'ailleurs. Alors, comment Colissimo a-t-il accompagné cette révolution du e-commerce au fil du temps et quelles ont été vos principales adaptations ? Juste pour vous donner un peu l'ampleur, Colissimo livre 500 millions de colis environ en 2024. On fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,6, 2,7 milliards. Donc, on est en croissance. Sur tout le marché, et Colissimo également, a doublé en 10 ans. x2, c'est pas mal.
Et donc du coup c'est stabilisé parce qu'on pourrait dire il y a eu le Covid, il y a eu ces périodes-là, mais enfin bon globalement ça a fait x2 en 10 ans, donc on voit bien que c'est un élément de transformation assez majeur. Alors il y a eu des étapes assez intéressantes qu'on pourrait citer, et d'ailleurs avec des succès et des échecs, hein, j'allais dire. Pour Colissimo, il y a eu pas mal d'innovations qui paraissent plus être innovantes pour certaines, notamment en 1998, on avait lancé le Colissimo suivi. Vous savez, le fait d'avoir une notification pour dire où c'est. Bon, c'est devenu une habitude de savoir où est son colis, mais c'est quand même une innovation à l'époque. On a eu les livraisons en point relais, c'est-à-dire en 2010, en livraison en point relais, en bureau de poste, en consigne. Donc là, effectivement, c'était aussi un autre élément. Je rappelle juste qu'une bonne partie des sites internet avait échoué en 2000 parce que les solutions logistiques ne suivaient pas. Hein. Enfin, donc on a énormément progressé en capacitaire et donc on a travaillé sur notre renforcement du suivi, l'interactivité qu'on a avec nos clients et la possibilité de reprogrammer la livraison. Enfin, vous le savez, il y a énormément de possibilités lorsque vous êtes livré. Vous dites, je veux être livré à domicile. Finalement, je veux être livré le lendemain parce que j'ai changé mon agenda. C'est possible. Si vous n'êtes pas là et qu'on n'arrive pas à livrer, on vous livre une deuxième fois gratuitement. Donc, on a quand même beaucoup d'éléments qui ont été mis en place. Et puis, plus récemment, en 2022, vous voyez, c'est la vitesse qui s'impose, la rapidité de livraison. Donc, on a introduit le J+1, la livraison rapide. Nous, on livre presque la moitié de nos colis en 24 heures. Donc, on a vraiment une offre 24-48 heures. Donc, ça va vite. Et puis, on a une livraison sécurisée. Alors, vous savez, on a un peu réinventé la signature. Au lieu de signer un papier sur lequel on ne sait pas est-ce que c'est vraiment la signature de la personne, eh bien on utilise un QR code et un code que vous recevez. Ça permet de mieux sécuriser, donc c'est très apprécié par les e-commerçants. Enfin voilà, donc c'est tout un chemin et puis surtout on a la capacité à livrer des millions de colis, les 500 millions de colis dont je vous parle, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 5000 colis à la minute à Noël qu'on livre. Oui. Donc 5000 colis à la minute, c'est très très important comme flux et c'est ça la capacité également que nous avons. Et ça représente quoi comme part de marché en France, Colissimo ? Colissimo, on a une part de marché qui est importante puisqu'on a à peu près en B2C, vous savez ce qu'on appelle B2C, c'est livraison. On est à peu près à 45-46%. Comment positionnez-vous ces différentes marques de logistique e-commerce à la Poste, les unes par rapport aux autres ? On a 3 entités à la Poste qui font du colis. Il y a Colissimo, qui est le leader de très loin, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a Chronopost, qui est une marque assez connue, qui fait plus de B2B et qui fait aussi de la livraison express. Donc en fait, d'où le chrono. Donc c'est de la livraison express à délai garanti. Voilà, donc si vous voulez être livré de quelque chose avant 13h le lendemain, ils ont une offre qu'ils proposent, qui est plus chère évidemment. Et puis on a DPD France, qui est également une entité ça fait partie une filiale du groupe La Poste à 100% et qui là fait plus des livraisons entre entreprises pour des colis un peu plus lourds en moyenne, on va dire, plutôt de 15 kilos. Des colis de 15 kilos, voilà. Donc on a une part significative et en fait on a su faire évoluer nos services de façon finalement et ça c'est une spécificité de la Poste française. On est ceux qui se sont le mieux adaptés finalement à l'évolution du e-commerce en Europe. C'est-à-dire qu'on fait partie de ceux qui ont bien résisté, on va dire, partant d'un monopole d'État. On a bien résisté puisque on a réussi à avoir des très belles parts de marché et surtout à rendre service à nos clients, à leur donner satisfaction. C'est la capacité à évoluer et surtout à se transformer pour répondre à ces besoins des e-commerçants. En fait, c'est ça la spécificité de Colissimo et de la Poste.
et donc mieux que certains de vos homologues européens, je sais pas, comme Deutsche Post ou... Deutsche Post, c'est pas ceux qui ont le moins bien réussi, mais il y en a d'autres qui ont moins bien réussi, je dirais, dans des pays, ça a été plus compliqué pour Royal Mail, comme vous l'imaginez, ça a été plus compliqué pour la poste danoise, ça a été plus compliqué même pour la poste espagnole ou italienne. D'accord. Voilà, donc Deutsche Post avait derrière ADHL, donc ça lui permet aussi de gérer une forme de transition, puisqu'ils avaient investi dans une logistique mondiale depuis, je dirais, peut-être 40 ou 50 ans. Donc c'est une belle réussite française. Alors, justement, vous êtes bien placé pour connaître les évolutions des attentes de consommateurs en matière de livraison. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou est-ce que le paysage est assez stable ? Ça évolue très vite, en fait. Après, c'est vrai que quand on commande en ligne, c'est du confort. Par rapport au magasin, c'est aussi la capacité à avoir le bon produit, la bonne taille, et donc pas de rupture. Mais les attentes des consommateurs, elles évoluent, puisqu'ils veulent une livraison plus rapide, plus précise. C'est-à-dire qu'ils veulent un créneau horaire de plus en plus, plus flexible. C'est-à-dire finalement, je suis pas là, je vais pouvoir programmer. Et puis également plus respectueuse de l'environnement. Et c'est le cas du domicile, notamment, qui est contre toute attente plus respectueux de l'environnement que le hors domicile. Ça, c'est un peu contre-intuitif, mais bon, je pourrais développer si besoin. Et donc, pour répondre à ces défis, Colissimo transforme ses services et tous les ans, tous les jours, on travaille pour améliorer la qualité de service. Et on a d'ailleurs, vous savez, on mesure notre Net Promoter Score, le NPS. Le NPS, c'est pour savoir si les gens sont, vous savez, ça va être une échelle de 0 à 10, et ce qu'ils recommandent, 8, 9, 10, ça c'est les notes qui sont acceptables, et on est à plus de 65 chez Colissimo, et c'est quand même un très beau score, très comparable à quelques géants d'internet, et surtout le meilleur du marché. Alors, je reviens justement sur la perche que vous m'avez tendue tout à l'heure. Le domicile est moins polluant que le hors domicile. Vous pouvez peut-être développer un peu ça ? Voilà, en fait, premièrement, c'est plutôt de dire, déjà dans un premier temps, quand vous utilisez Colissimo, on a l'empreinte carbone par colis qui est la plus basse du marché, avec 281 grammes. Donc on a réduit nos émissions de CO2 en 10 ans de 53% en émissions de CO2 par colis. Donc c'est quand même un effort assez monumental qui a été fait. Et puis il y a un élément qu'il faut prendre en compte dans les calculs, et ça c'est contre-intuitif, c'est que nous on est un peu le transport en commun des colis, le bus des colis. C'est-à-dire qu'il y a 5 clients qui achètent, ils habitent la même rue. Finalement il y a un véhicule qui arrive, qui est un véhicule comme on a fait des efforts de décarbonation, soit c'est un vélo cargo, soit c'est une voiture électrique qui arrive. On arrive finalement pour 5 adresses avec un seul véhicule. Vous répétez ça à l'infini, entre guillemets, sur l'ensemble des consommateurs. Et ce qui se passe, c'est quand vous faites du hors domicile, c'est parfois plus vertueux, mais pas toujours. Mais il suffit qu'un consommateur prenne sa voiture pour aller chercher au point relais. Et en moyenne, on sait qu'il fait 2,8 km et qu'il fait un trajet spécifique. C'est ce qu'on avait démontré dans une étude indépendante faite par l'université de Lyon. Et donc, du coup, on a... en fait, le problème, c'est que statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui prend sa voiture. Donc, si vous y allez à pied, ça peut être comparable. Et pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais dès qu'il y en a un qui prend même un scooter, une voiture ou quelque engin, eh bien, c'est fini l'avantage. Il n'y a pas de vérité aussi absolue que ça. Il y a beaucoup de choses contre-intuitives, vous savez, dans le domaine de l'environnement. Enfin bref, on l'a démontré à de multiples reprises. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la pensée générale est de dire comme je fais un effort, je vais moins polluer. En fait, c'est pas parce que vous faites un effort que ça pollue moins. En fait, c'est pas ça le calcul. L'émission de CO2, c'est vous faites un effort, vous dites je vais aller au point relais comme ça, eux ils seront allés à un seul point, mais en fait, non, vous avez démarré votre voiture, c'est fini.
terminer tous les efforts parce que c'est 2 kilos de CO2 que vous allez faire pour vos 2,5 km ou 2,8 km de déplacement, là où nous, on fait 281 grammes pour votre colis. Et alors, vous avez même un objectif zéro émission nette 2040. Oui, en effet, effectivement, on a une trajectoire. On a défini une trajectoire, ce qu'on appelle les trajectoires SBTI, donc Science Based Target Initiative. Donc, elles sont vérifiées sur leur faisabilité de cette trajectoire. Et donc, nous allons effectivement avoir une trajectoire zéro net émission. Et en fait, nous maintenons notre objectif. Pour le coup, on sait bien que le niveau planétaire, il sera pas tenu, mais nous, on restera dans le moins 1,5, plus 1,5 degrés d'ici à 2040. Donc, en tout cas, on met en place les mesures qui permettent de le faire. Et ces mesures, justement, c'est à part les véhicules électriques et les vélos cargo? Eh bien, à part ça, nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Premièrement, en fait, on a travaillé sur les liaisons de transport. Vous savez, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas par magie dans votre rue, les colis. C'est qu'il y a eu des liaisons, je ne sais pas, entre Paris et Nantes ou entre Nantes et Toulouse. Et donc, du coup, ça, ce sont des camions qui les transportent, ces colis. Ces camions, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la façon de les remplir. Donc, on a chassé le vide. Ouais. Parce que le pire dans le transport, c'est de transporter du vide. Ouais. Et donc, nous avons mis en place une technique qui s'appelle le vrac rangé. Donc, on a à la fois changé les types de camions. On a des camions avec 2 remorques qui ont un emport de 70 mètres cubes qui est plus important qu'avant. Mmh. Et deuxièmement, en fait, au lieu de rentrer des chariots avec des colis dedans qu'on ressortirait, eh bien, en fait, on a fait un peu un Tetris à l'intérieur des camions. Donc, on range les colis jusqu'au plafond. Et donc, vous voyez bien que le taux de remplissage, enfin, vous le voyez pas, mais vous l'imaginez bien, eh bien, on a gagné 30%. 30% de camions en moins, c'est déjà une premier élément. 30% de colis en plus dans les camions, donc 30% de camions en moins. Et puis après, on a révolutionné la logistique urbaine. Je ne sais pas où vous habitez, si vous êtes à Paris ou ailleurs. J'habite Paris. Mais eh bien, vous remarquerez qu'en fait, on a créé des espaces logistiques urbains. On livre en vélo cargo. Oui. Et que ça ne s'est pas fait tout seul. Et donc, on l'a fait bien sûr à Paris, où c'est 100% décarboné. Mais on l'a fait dans les 22 plus grandes métropoles, en plus de Paris. D'accord. Et dans le Grand Paris, c'est quand même 80 communes qui sont concernées, le Grand Paris. Et donc, voilà, nous, en fin 2025, nous avons l'objectif d'être 100% décarbonés. D'accord. Pour l'ensemble de ces communes, c'est-à-dire l'essentiel en termes d'habitants. Hein. Oui, donc c'est une énorme majorité. Donc, un très gros travail qui a été fait par la Poste depuis 10 ans. Hein. Sur les liaisons dont vous parliez tout à l'heure, les Paris-Nantes ou Paris-Toulouse, par exemple, il n'y aurait pas la possibilité de le mettre sur des trains, par exemple? Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour mettre sur des trains, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quand même quelques contraintes. C'est pour ça qu'on le fait pas. Le train, à la base, est essentiellement orienté pour transporter des colis, enfin des marchandises lourdes. C'est comme ça que ça a été construit historiquement. Je vous rappelle qu'il y a une priorité aux passagers. Et donc du coup, vous avez des sillons pour sortir de Paris. C'était très très long, des embranchements. Donc là où vous allez mettre une journée, vous pouvez en mettre 2, 3, voire 4 jours, avec un suivi assez aléatoire. Et donc, du coup, si vous voulez avoir votre colis 15 jours après votre commande, voilà, sachant que de toute façon, en fait, on a extrêmement mutualisé et que le gain associé serait pas si énorme que ça. Voilà. Par contre, on a lancé des initiatives aussi assez intéressantes. En 2026, à Boulogne-Billancourt, entre Gennevilliers et Boulogne, on va faire une liaison par la Seine avec une barge électrique. Donc on a également lancé d'autres types d'initiatives lorsqu'elles sont pertinentes. En fait, nous, on n'est pas dogmatique. En fait, on lance des initiatives, on fait les calculs. Et si c'est pertinent que ça fait gagner du CO2, on le fait. Peut-être pour finir, est-ce qu'on peut
Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision pour, mettons, les 4-5 ans qui viennent, des innovations qui vont intervenir et que vous allez mettre en place? En termes d'innovation, premièrement, grâce à l'IA qu'on utilise assez massivement aussi, comme toutes les entreprises, on est en train de l'implémenter assez massivement. On veut être capable de prévoir beaucoup mieux le créneau de livraison et d'être capable, dans quelques semaines, mois, de dire on vous livre dans un créneau de 1 heure. Wow. Et donc, ce qui est assez pratique, puisque vous imaginez bien que si on vous dit on est entre 11h et midi et que si c'est respecté à 95%, c'est assez satisfaisant. Voilà, donc ça c'est le type d'innovation qu'on fait avec l'IA et la gestion des données pour prévoir encore mieux. Voilà, et ça on l'a fait notamment parce qu'on a fait un jumeau numérique de tous nos réseaux qui nous permet de simuler aussi historiquement les choses, plus des données concrètes qu'on a sur le terrain, difficultés de livraison de certaines adresses, il y a des problématiques qui existent. Voilà, je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Quand vous dites IA, vous parlez machine learning, deep learning, c'est des applications propriétaires En fait, je parle, quand je suis sur ce type de prévision, je parle dans un premier temps de méthodes statistiques qui sont utilisées de prévision. Et après, ce qui est intéressant, c'est la combinaison grâce à l'IA de plusieurs méthodologies statistiques, parce que vous pouvez avoir des données, excusez-moi de rentrer dans des données linéaires, des données non linéaires, c'est-à-dire en fait où il y a très peu de données sur l'adresse en question, et ce qui vous perturbe statistiquement, et donc du coup ça vous permet de mélanger plusieurs modèles et d'adapter le bon modèle de manière très très fluide, et donc d'avoir une prévision qui est plus fiable à la fin. Le but, c'est la fiabilité de la prévision. Donc excusez-moi d'être rentré dans des mathématiques. Non, on peut rentrer dans les mathématiques, c'est justement comme ça qu'on comprend comment ça marche. Merci beaucoup pour ces insights, Jean-Yves, c'était très intéressant. Et écoutez, on prendra rendez-vous pour savoir comment ça s'est passé avec l'IA et faire le bilan avec vous de la réussite de ce nouveau projet. Merci beaucoup. Je vous remercie, Yann, je vous souhaite une bonne soirée. Merci et bonne chance pour les 30 prochaines années du e-commerce. Alors que l'e-commerce s'apprête à entamer sa 4e décennie, les défis sont immenses. Concilier rapidité et respect de l'environnement, personnalisation et massification, innovation et accessibilité. L'écosystème français de la logistique e-commerce et son leader, issu du service public, semble bien armé pour relever les défis du futur et maintenir son avance concurrentielle en Europe. Je cite Jean-Yves Gras. C'est une spécificité de la poste française, nous dit-il. Nous faisons partie de ceux qui se sont le mieux adaptés à l'évolution du e-commerce en Europe. Nous avons réussi à sécuriser de belles parts de marché et surtout à rendre service à nos clients et à leur donner satisfaction. Ceci est un signe de notre capacité à évoluer, nous dit-il, et surtout à nous transformer pour répondre aux besoins des e-commerçants. Nul doute que le e-commerce est promis à un bel avenir et que les innovations logistiques continueront de jalonner sa réussite future. Pour terminer, je vous cite quelques chiffres clés du e-commerce en 2024 selon la FEVAD. Le chiffre d'affaires du e-commerce a été de 175 milliards d'euros en France, plus 9,6% par rapport à 2023. La vente de produits s'est établie à 66,9 milliards d'euros, soit plus 6%, l'équivalent de 2021. Il y a eu un petit trou d'air entre deux. Les services sont à plus 12% en un an avec 108 milliards d'euros de vente. Le panier moyen est stable à 68 euros. 2,6 milliards de transactions annuelles ont été réalisées, soit plus 10% en un an. Un achat en ligne par semaine en moyenne est réalisé par chaque cyberacheteur, ce qui nous fait un panier annuel moyen de 4 216 euros dépensés en ligne. Nous sommes maintenant considérables. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.